La personne que je reçois aujourd'hui m'inspire beaucoup. Il s'agit de Dominique Dennery. Dominique est consultante en développement du potentiel humain, c'est-à-dire qu'elle aide aux organisations à développer des environnements de travail qui sont sains et productifs, dans lesquels on retrouve une équipe qui est dynamique et efficace, mais un endroit où on s'occupe aussi du développement personnel et professionnel des membres de l'équipe. Elle travaille dans ce domaine depuis plus de 30 ans, donc elle connaît très bien ce qui fait le développement humain. Mais Dominique est aussi artiste, sculptrice. Ses œuvres sont très recherchées. Dans son art, elle éveille la divinité féminine et nous fait reprendre contact avec les déesses des temps anciens et surtout, elle nous fait se reconnecter avec la Terre. C'est un grand plaisir pour moi de la recevoir aujourd'hui. Bonjour, bienvenue à l'émission. Oui, c'est un grand plaisir pour moi de recevoir Dominique Dennery. Puis ça faisait longtemps que je voulais te recevoir, Dominique. On s'est vu à quelques reprises. Oui. Je t'admire beaucoup. Je l'ai dit tantôt au début de l'émission. Tu m'inspires. Je t'admire. Très gentil. On va parler de qu'est-ce qui fait que tu rayonnes comme tu rayonnes. Qu'est-ce qui fait qu'on peut faire le travail que tu fais depuis plus de 20 ans là, comme consultante, 30 ans de carrière. Et aussi ton art qui est venu s'ajouter à ça par après. Oui. Commençons par le commencement. Commençons par toi quand tu étais petite fille. Je pense que tu es née en Haïti. Oui, hein? je suis née à Port-au-Prince. Oui. Et mes parents sont du sud d'Haïti. Et c'était un moment politique où il valait mieux partir. Mon père et ma mère ont choisi d'émigrer au Canada plutôt qu'aux États-Unis. Sinon, le reste de la famille est aux États-Unis. Ah oui? Ouais. Pourquoi ils ont choisi le Canada, sais-tu? Est-ce qu'ils te l'ont dit pourquoi? Mon père a choisi le Canada parce qu'il disait qu'il ne voulait pas vivre le racisme et l'apartheid aux États-Unis. Donc, pour lui, c'était très important que ses enfants grandissent dans un milieu beaucoup plus propice à l'épanouissement. Est-ce que ça a été le cas? Oui, moi, je ne regrette pas, sauf que moi, je suis l'aînée de 6 et les 5 sont aux États-Unis. Ah les oui? 5 autres. Oui, moi, j'ai choisi de rester au Canada. Qu'est-ce que ça fait pour l'identité? Quand tu dis, premièrement, est-ce que l'identité dans ta vie, dans ta perception de toi-même, est-ce que c'est quelque chose qui est important? Est-ce que... Oui. Parce qu'il y a des gens qui me disent, oh, l'identité, ça change, puis c'est pas vraiment important. Qu'est-ce que ça fait? Qui es-tu? Comment te définis-tu? C'est une question importante, ça. Oui, qui n'était pas sur ma liste. Tu n'as pas pu te préparer. Qui es-tu? Non, mais je veux dire, Oui. qui dis-tu être? Ça dépend d'où on est parfois. Je reste la même, mais le regard de l'autre peut être différent. Donc, si je suis en Afrique de l'Ouest, on va me demander, donc, qui es-tu? Je vais dire, bon, je suis une Canadienne, je suis consultante, etc. Quand je suis au Canada, les gens posent parfois la question, qui es-tu? Ou d'où viens-tu? Mais tu dis, ben, d'où viens-tu? Tu dis d'Ottawa. Il dit, non, mais vraiment, là, d'où tu viens? Je dis, ben, on a commencé à Montréal. Non, tu sais ce que je veux dire, là, d'où tu viens. Alors, donc, c'est là qu'on dit, on rajoute le haïtien, canadien, etc. Donc, ça dépend qui pose la question. Mais pour moi, qui je suis, c'est, j'ai passé toute ma vie au Canada. Je suis arrivée, j'avais 3 ans. Donc, je suis canadienne d'origine haïtienne, avec une fierté au sujet de mes origines haïtiennes. Oui, parce que Haïti, c'est quand même une façon... J'ai l'impression que être haïtien, c'est une façon d'être dans le monde. Oui, c'est-à-dire que ceux qui ont grandi en Haïti me disent parfois t'es pas une vraie Haïtienne parce que tu parles pas créole. Enfin, je comprends le créole, mais etc. Mais je pense que c'est plus un état d'âme. Oui. Je pense que c'est le sentiment d'appartenir à une culture, à une tradition, la fierté d'avoir été le premier pays, la première république noire au monde en 1804. Et bon, c'est sûr que l'histoire d'Haïti depuis, c'est pas drôle. Non. Ça continue d'être plutôt dramatique. Et les Haïtiens continuent d'avoir cette fierté d'avoir fait quelque chose que personne d'autre avait réussi à faire avant eux. Oui. Puis c'est un endroit où on peut, tu travailles en potentiel humain, puis on dirait que
c'est le potentiel humain à l'état brut. C'est comme... On dirait que tout est possible avec Haïti. Moi, ça me passionne, l'histoire d'Haïti. Les Haïtiens ont souffert, souffrent encore, mais en même temps, ils ont tellement à offrir au monde. Et une résistance incroyable. Oui. Je vois ma mère, mon père qui sont arrivés au Canada avec 2 jeunes enfants et qui ont refait leurs études parce que leurs études n'étaient pas admises, qui ont recommencé, tout recommencé, et la force de caractère que ça signifie. Et ensuite, ils ont fait encore 4 autres enfants. Oui. Et ma mère a changé de carrière plusieurs fois. C'est des gens qui sont On va aller voir une remarquables. photo de ton père. Oui. Tu nous as envoyé une photo de ton père. Il est avec ton fils. Oui. Ton fils Adrien. Oui, c'est Allons ça. voir la première photo qu'on a dans notre collection de photos de Dominique. Alors, c'est ton père, celui qui a décidé de venir au Canada. Oui. Qui est parti d'Haïti, et ton fils. Oui. Et tu me dis qu'ils sont beaucoup pareils, mais ils sont différents. Oui. En fait, mon fils n'aime pas trop qu'on dise qu'il ressemble à quelqu'un qui a 50 ans et plus que lui, mais ils se ressemblent de bien des côtés. Ils s'entendent bien. Et mon père, c'est un homme qui, donc, fait son cheminement comme médecin, comme neurochirurgien, etc. Mais il a toujours adoré l'art. Il m'a communiqué le goût de l'art parce qu'il collectionnait les peintures, les sculptures. Il faisait de la peinture, de la sculpture. Et maintenant, il fait ça à temps plein à la retraite. Ah Oui. oui. Il a un site Ton web père, il est et tout. neurochirurgien. Oui, était. Était, il a pris oui, sa oui. retraite. Oui, oui, Là. oui, Il a oui. plus de 80 ans. Et mon fils, c'est un peu le contraire. C'est drôle parce que lui, il dessinait à 3 ans extrêmement bien. On a dit, mon Dieu, mon Dieu. On l'a mis à l'école d'art, professeur particulier, etc. Et puis, il a dit, maman, je ne gagnerai pas ma vie comme artiste. Oui. Et il a délaissé l'art après de la salle. Après, il a choisi d'aller en psychologie. Oui. Et de rentrer dans les ventes, etc. C'est quelqu'un qui fait très bien son travail et j'espère qu'un jour, il va revenir aussi à l'art. Mais regarde-toi, tu Oui. es revenu par... Ben, Oui, tu oui, savais pas oui, que tu l'avais quitté un jour. Non, je ne savais mais même pas que je l'avais. Tu savais même pas que tu Non, l'avais. Non, Oui. non, je savais même Tu me pas. disais avant l'émission que pour les artistes, faire leur vie comme artiste, c'est-à-dire gagner son pain, gagner l'argent qu'il faut pour payer le loyer, acheter la voiture, tout le restant, c'est difficile. C'est peut-être même plus difficile pour des enfants de familles, de parents immigrants. Oui, Enfin, à l'époque où mes parents sont venus au Canada, l'idée c'était, tu as quelques professions que tu peux avoir pour être prise au sérieux. Médecin, avocat, bon, il n'y avait pas grand-chose qu'on pouvait faire pour être pris au sérieux. Et donc, il n'était pas question de faire ce que tu pouvais faire comme passe-temps. Alors, donc, tu te dévouais à une profession, tu étais le meilleur là-dedans et tu rentrais dans un nouveau pays, une nouvelle culture et tu faisais ton chemin. Donc, chaque velléité, chaque fois que les gens avaient une velléité de faire de l'art et tout, on te ramenait dans le droit chemin parce que pour eux, c'était important. Oui. Oui, ça permet aussi des grandes carrières. Regarde ta mère. Regarde, on va aller voir une photo de ta mère. Oui, oui. Je suis tellement impressionnée. Elle était psychiatre. Oui, oui. Maman... Elle a suivi son cours ici, une fois au Canada? Oui, elle est arrivée au Canada. Elle a fait d'abord des études de pathologie. Et ensuite, à 40 ans, 40 ans, elle a décidé qu'elle allait changer de profession. Elle est devenue psychiatre. Elle a donc, elle avait déjà ses études de médecine et puis elle a fait 2 ans de psychiatrie. Et puis, à 80 ans, elle donnait encore oui, puis on voit des sur le ateliers. tableau en arrière, ça dit qu'elle donnait un atelier. Sa conférence portait sur comment vivre... avec la surdité. Oui, le comment bien vieillissement, vivre avec la surdité en et tout, vieillissant. puisque maman, elle a un problème de surdité. Est-ce qu'elle vit toujours? Oui, oui. Maman, oui. là, elle est au soleil quelque part, là, au Mexique, ou sur le point d'aller en croisière. Mais maman et papa vivent au Canada, mais l'hiver, oui. On s'en va à la pause. On revient tout de suite. Reste avec nous. OK. Je suis en compagnie de Dominique Dennery, une femme que j'admire beaucoup. Tu as une passion pour ce que tu fais dans la vie. Tu es venue d'Haïti, tu étais toute petite, tu étais un bébé encore. Oui. Donc, pour toi, chez vous, c'est ici. Et tes parents sont arrivés ici, puis tu me disais, ça donne l'impression, écoute, ton père était neurochirurgien, ta mère psychiatre, ça donne l'impression d'une famille très aisée.
Oui. Mais est-ce que C'était tu me dis que pas... c'était pas tout à fait le Les cas? deux viennent de milieux très modestes. Donc, justement, c'est parce ils ont travaillé, ils ont fait des études, ils ont tout sacrifié pour pouvoir arriver à des professions. En arrivant au Canada, ils ont dû tout recommencer, refaire l'internat, refaire les études avec deux jeunes enfants. Nous, on était gardés chez les voisins où on pouvait, je veux dire, Oui. dans un quartier plutôt pauvre de Montréal au départ. Et puis ensuite, c'est après qu'ils aient eu la reconnaissance de leur diplôme et puis qu'ils aient commencé à exercer, qu'ils ont fait 4 autres enfants parce qu'ils pouvaient se le permettre. Il y avait le temps, Et là. oui, et puis que les choses ont commencé à aller Oui. mieux. Mais au départ, c'était très difficile. Et pour moi, c'était important de me rappeler qu'on peut atteindre ce qu'on cherche à atteindre. Mais il faut y travailler. C'est pas Oui. instantané. Il n'y a pas de gratification Oui. instantanée. Oui. Donc, ce que tu fais aujourd'hui en développement du potentiel Mm-hmm. humain, c'est parce que tes parents te l'ont inculqué, ça. Tu sais que c'est possible de toujours Oui. aller plus haut. Oui, c'est une belle observation. Je n'avais pas pensé comme ça. C'est vrai. J'ai toujours été fascinée par le potentiel parce que je trouve que les gens l'exploitent très peu. On se contente souvent de faire ce qu'on pense qu'on peut faire plutôt que d'essayer d'aller un peu plus loin. Je dis pas tout le monde, beaucoup de gens essayent et font des choses merveilleuses. Mes parents, il semblait pas y avoir énormément de limites pour eux. Pourtant, c'était dans des moments plus difficiles, comme immigrants, etc., dans un pays nouveau. Parce que vous êtes arrivé Ils ont dans les essayé. années 60? Oui, mais là, ça va dire mon âge. Ah, OK, on ne dira Mais pas, des alors. années 60, oui. Donc, à cette époque-là, les gens venaient à moi puis voulaient voir si ça sortait, ça, si ça partait, et Ah, si on voyons vivait donc, dans t'es pas des huttes, et sérieuse. puis si on mangeait. Mais là, regarde, on est presque la même couleur, moi puis Oui, toi, c'est là. ça. là. Et les gens me disent, ah, t'as pas besoin d'aller au Mais soleil, moi, toi, t'es toujours bronzé. Ah, moi, c'est tout ce que les gens me disaient quand j'étais petite. Moi, souvent, me suis fait demander, est-ce qu'il y a du sang noir dans ta famille? Ah, OK. Oui. À cause de ta couleur de À peau. cause de ma couleur. Et Ben là, tout ça. l'hiver, je suis un petit peu plus pâle, mais l'été, je deviens très foncée. Oui, oui. Et même mon fils, les gens pensaient que son père était noir parce qu'il pensait mulâtre. Ah, OK, Donc, OK. tu sais, C'est intéressant. Les gens, d- comment d- ils jugent ça. lui, ouais. la couleur, quelqu'un a la couleur de la peau, hein, voyons. J'espère qu'un jour, ça ça aura plus d'importance, mais ça en a encore, malheureusement. Ça en Mais, a encore. On est dans le mois de l'histoire des Noirs Oui. présentement. Je pense que ça a toujours sa raison d'être, Ça a toujours sa raison d'être. le mois de l'histoire des Noirs. Le Je racisme pense que existe toujours. oui, c'est comme la Journée internationale de la femme. Il y a des moments qu'il faut marquer, il faut se rappeler, il faut mesurer où on en est rendu par rapport à où on était, célébrer les succès, se rendre compte qu'il y a encore du chemin à faire. Oui, je Oui. pense que c'est encore important. Oui, puis tu sais, on regarde chez nos voisins du Sud, tu parles de ta famille qui est aux États-Unis, puis les difficultés que le président Obama peut avoir. Oui, Et moi, je suis convaincue que beaucoup de ces difficultés-là qui sont parce qu'il est noir. Oui. Mais c'est difficile Ça scientifiquement, dérange. c'est Oui. difficile objectivement de mettre le doigt là-dessus. Mais il y a encore beaucoup de préjugés et de racisme. Oui, oui. Mes frères et sœurs, ça me fait de la peine comme Canadienne. Et ils ont choisi d'aller vivre aux États-Unis. Et quand on a certaines conversations autour de ça, ils vont dire que c'est plus clair et net aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on sait où on en est. Elle dit, au Canada, on ne sait pas toujours ce qui se passe. Aux États-Unis, il y a les racistes et les autres. Et alors, il y a des comportements qu'on dénonce tout de suite. Oui, oui, en oui. étant polarisé comme Oui, ils ça, sont très c'est polarisés. encore accepté d'être polarisé. Tandis qu'ici, si les gens ne parlent pas, c'est parce qu'ils savent que c'est inacceptable. Ouais, je pense que... Puis il y a un mélange très diversifié ici de toutes sortes de races et de cultures. Oui, Et donc, un Canada qui est en train de changer devant nos yeux. Quand j'étais petite, on était toujours les seuls à l'école. Oui. Et puis, avec le temps, maintenant, on rentre dans les écoles et c'est extraordinaire, la diversité. Quand cette diversité-là se représente aussi dans les conseils d'administration et au top dans les compagnies et les ministères et tout ça, on aura vraiment atteint cette égalité. Mais pour l'instant, c'est pas encore Mais tu sais, dans ça. 2-3 générations, on va tout être métissés aussi. J'espère. Donc, on ne saura pas qui vient d'où, ça n'aura pas tellement d'importance. J'espère, oui. Tu m'as parlé beaucoup. Je sais que tu voyages beaucoup. Le voyage est pour toi essentiel. Oui. Et une des choses que tu fais, c'est que tu vas dans des congrès d'éducation
Ou tu vois quand il y a des choses en éducation? Parce que C'est-à-dire tu crois dans que l'éducation. j'y crois énormément. C'est ce qui a sorti mes parents de la pauvreté. C'est ce qui continue de sortir tous les pays en voie de développement. Les gens brillants qu'on voit dans les universités partout, souvent viennent de pays en voie de développement. C'est la voie royale de développement de son potentiel. Et quand j'ai l'occasion d'y aller, j'y vais. Mais c'est pas quelque chose que je fais. J'ai donné des cours en Chine. J'ai travaillé en Guyane. J'ai fait du travail à la Barbade. Donc, quand j'ai l'occasion de faire du travail, je le fais. Mais ce qui m'a amené à certaines conférences comme ça, c'est justement mon conjoint Fred, qui donc travaille à l'étranger. On va aller voir une Ouais. photo de toi avec ton conjoint. Je pense que vous êtes est-ce que vous êtes au Maroc? Oui, on est au Maroc. Oui, Ah oui. oui. Alors, allons voir. Oui. Puis ça, c'est un des nombreux voyages parce que tu as vécu à l'étranger, comme tu Oui, dis, tu as enseigné oui. à l'étranger. Et ici, c'est un des nombreux voyages. Quand tu dis le voyage est essentiel, Il a l'air d'un mafioso, là. ben, nous autres, c'est la seule photo que j'ai vue de ton Oui, mari, oui, donc c'est ce que c'est j'en ça. Mais pense je lui ai maintenant. gardé des lunettes noires parce qu'au cas où il ne voulait pas nécessairement être trop autre qu'incognito. Mais oui, c'est un homme qui va dans les pays difficiles. Le Canada, donc, essaie de rétablir la démocratie, les droits humains et aider les pays qui ont eu des guerres civiles, des atrocités à se remettre, hein, la bonne gouvernance et tout ça. Et c'est sa spécialité. Donc, il c'est pas travaille pas des pour... pays faciles. Ça, Non. c'est un voyage d'agrément au Maroc. C'est pas un pays Oui, aussi c'est pas un pays où c'est difficile. difficile, non. Mais lui, en ce moment, il est posté en Côte d'Ivoire et Libéria. Oh, Ouais, ouais. Avant ça, Sri Lanka, juste après la guerre, oui. entre les Tamouls et les Singalais, et avant Il ça, faut- Haïti, etc. Ouais. Quelle qualité il a, ton mari, pour être capable d'aller, de contribuer? Parce qu'il faut quand même que notre cœur vibre aux gens qui sont là, si on veut aider. Mais revenir et puis rester sain d'esprit. C'est un entraînement de toute une vie, certainement. Oui, hein? Bon, il est avocat aussi, diplomate, mais c'est aussi le fait qu'il choisit de travailler là parce qu'il voit qu'il peut peut-être faire une différence. Donc, il y a une passion autour de ça. Il a attrapé la malaria, il y a eu toutes sortes de problèmes Oui. dans des pays Oui. plus difficiles, mais ça reste, c'est ça le moteur. La plupart des gens, c'est ça, c'est notre passion qui est notre moteur. Oui. Oui, oui. On s'en va à la pause, puis au retour, on va continuer à parler justement de ce moteur-là en l'intérieur de soi. Une des choses que j'aimerais que tu nous parles avec nous aussi aujourd'hui, c'est justement, on va aller sur ton travail. Quand on parle du nouveau milieu de travail, du nouveau monde de travail, de quoi parlons-nous? On s'en va à la pause, on vient tout de suite. On parlait justement des voyages que fait Dominique à l'étranger et de ton conjoint qui voyage dans des pays où c'est difficile. Il est allé au Libéria. Tu as la chance de rencontrer des personnes extraordinaires dont on va voir dans quelques instants. Lema Gobwe. Comment ça va? Gobwe. Lema Gobwe. Lema Gobwe. Je ne sais même pas si je le prononce complètement comme il faut, mais... Ben, on va lui demander pardon si on ne le prononce pas bien parce qu'on connaît son visage, on sait qui elle est. Elle a remporté le prix Nobel de la paix. Oui, avec la présidente Ellen Sirleaf, donc une présidente femme. Oui. Super, ça. Et ces deux femmes-là ont arrêté la guerre civile au Libéria. C'est une guerre, enfin, pensez Blood Diamonds, là, Oui, oui. atroce. Alors, les enfants soldats, les atrocités, les meurtres, les mercenaires, etc. Et ce qu'elles ont fait d'extraordinaire, c'est qu'elles ont décidé de prier dans des champs, devant les villages et pour aller tuer les gens, faire des raids dans les villages, les soldats devaient passer par-dessus elles. Et au bout d'un certain temps, ils n'ont pas pu. Ah, tu me donnes la chair de Ils n'ont pas poule. pu. Et le documentaire qui a été fait, en fait, s'appelle Pray the Devil Back to Hell. Oui. Comment ils ont arrêté l'avancée de Charles Taylor.
Et donc, qui Oui. se retrouve enfin, je sais, à la haie, on dit en Oui, elle français, est, oui, maintenant, etc., ou cours ailleurs. international, oui. Fred me corrigerait, Oui. mais c'est une femme extraordinaire, mère de 6 enfants, et qui a lancé ce mouvement-là. Regarde, on va montrer sa photo encore une fois, ça vaut la peine de Oui, la voir parce que oui. on voit dans son visage une paix, une joie La et non-violence, vraiment la à la Gandhi, non-violence. comme À la Gandhi, comme Gandhi. Martin Luther King, vraiment cette idée de non-violence opposée à la plus grande des violences. Puis la Alors, non-violence, ça commence par soi-même aussi, puis on peut voir qu'elle a une grande sérénité. Hein? oui. Et une Mais tu énergie. sais, des Oui. fois, je me dis, moi, là, je connaissais pas l'histoire. J'aurais dû, mais je connaissais pas cette histoire. Oui. Mais souvent, je me dis, la seule façon qu'on va régler le problème du monde, c'est de se mettre à prier ensemble. Quelles que soient les religions, parce que Quelles que au soient les Libéria, religions. toutes les églises sont là. Oui, peu Toutes importe les formes de religions. religion, et c'est des femmes de toutes les religions qui se Oui, sont ben, en fait, regroupées. Bon, c'est pas, des fois, il y avait des frictions entre elles, mais vraiment, ça a amené le changement d'une façon inattendue, en fait. Je trouve que c'est à rechercher. Il faudrait rechercher un peu toutes ces formes de non-violence, oui. Oui, 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 oui. oui. Donc, et puis, tu as une autre photo aussi, mais ça, c'est pas un voyage, c'est justement, on parlait du mois de l'histoire des Noirs. Tout à l'heure, la 6e photo que tu nous as envoyée, c'est un groupe de femmes. Oui, Ce c'est ce sont tous des mois-ci. artistes. Oui, oui. On est à la galerie au-dessus du Great Canadian Theatre Company, excusez l'anglais, là. C'est la Oui. Holland et Wellington. Donc, c'est un théâtre, mais en même temps, il y a toujours une galerie avec des œuvres. Et là, on nous a demandé, pour le mois de l'histoire des Noirs, c'est 5 artistes, il y en a 4 de représentés là, en art visuel. Donc, photographe, là, ça, c'est une photographie Oui. d'une des artistes. Alors, tiens. Marjorie Lubin. Ensuite, on a Jeanne Jane Ladan, oui. qui est une Mauricienne, qui fait des choses extraordinaires, qui ressemblent à du Tiens. corail. Ah oui. Ensuite, on Je vais a, montrer ça. là, il y a aussi Evelyn Dubarry, qui est sculpteur de verre. Et puis, il y a moi qui ai donc mes œuvres que je fais en glaise et ensuite en bronze, en général, quand je peux me le On permettre. va les voir, tes Oui, œuvres absolument oui. Donc, extraordinaires. on est interviewés, là, pour parler de nous comme artistes, comme femmes. Et donc, c'était très agréable comme événement. Et ça continue jusqu'à la mi-mars. Hein? Oui, mais on invite Oui. les gens à aller. C'est sur la rue Wellington, au coin de Wellington et Holland, au-dessus du Great Canadian Theatre. C'est la Fritzie Gallery, la galerie Fritzie, Fritzi. Et c'est une exposition qui célèbre le mois de l'histoire des Noirs en examinant les mémoires, les expériences et la culture qui ont formé les personnes que nous sommes. Parce que tout à l'heure, tu sais, je te parlais d'identité, mais comment ça se bâtit une identité? Tu sais, on fait quelque chose, on ne sait pas ce que ça va donner, puis là, tout à coup, on fait quelque chose d'autre, puis on dit, ah, regardons, c'est parce que j'avais ça, fait ça avant que j'ai fait ça, puis c'est comme, puis, ou parce que je suis allée là, puis je suis allée là. Donc, on est très pluriel, chacun de nous. Hein? Je pense que c'est ça, c'est ce qu'on avait perdu, que les gens sont en train de retrouver. Les gens me taquinent en me disant, ah, tu es une femme de la Renaissance. Mon père, c'était un homme de la Renaissance, un homme qui a fait un métier, puis ensuite qui a exploré toutes sortes d'autres choses qui l'intéressaient. Je pense que maintenant, les gens sont moins satisfaits de faire une chose toute leur vie et s'en arrêter là. Il y a tellement, on vit beaucoup plus longtemps d'abord. Hein, la moyenne d'âge maintenant est rendue dans les 80 quelque chose, 90 pour les femmes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces années? Il y a les années au travail et ensuite quoi? Alors, donc, et certains d'entre nous, on explore ça pendant qu'on travaille aussi. Mais je pense que l'identité plurielle dont tu parles, Ginette, c'est vraiment le fait d'écouter un peu ses impulsions, ses curiosités, puis d'aller dans ce sens-là, plutôt que d'essayer de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Plutôt que d'essayer de rester dans un cadre inventé il y a des centaines d'années ou des dizaines d'années qui ne convient plus. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse vraiment? Qu'est-ce qui t'apporte la vie, de l'énergie? Qu'est-ce qui te remplit de joie et que tu fais naturellement et que ce soit pour gagner ta vie ou non, de l'exprimer. Oui. Et je trouve qu'il y a toujours une influence de l'un sur l'autre. C'est-à-dire que ce que je fais pour gagner ma vie influence mon art. Ce que je fais dans mon art influence la façon dont je suis dans ce que je fais aussi ailleurs. Donc, il y a moins de barrières qu'il y avait avant. Et les gens revendiquent cette pluralité de plus en plus. C'est qu'on fait
plusieurs choses, mais Oui. au fond, c'est toujours la même personne qui Oui, apporte le dénominateur oui, commun, c'est nous. le petit quelque chose. Peut-être que Oui. toi, tu apportes beaucoup de tendresse dans ce que tu fais, et puis tu le fais différemment. Peut-être, je sais pas, quand je te regarde, toi, je vois le féminin dans son essence. Ça veut dire quoi, le féminin? On a tous le féminin à l'intérieur de nous. Oui. On l'oublie Hommes très comme les souvent. femmes, oui. Hommes et Il y a femmes. l'aspect féminin et je pense que Le féminin, oui. le féminin, ah, ça, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Euh, il n'y a pas seulement l'aspect doux, Non. il y a et maternel, il y a aussi un aspect très fort et un aspect, une force qu'on a. On a dit aux femmes, soyez douces seulement, ou presque. Ça, c'est féminin. Si vous agissez autrement, là, on commence à dire, oh, elle est agressive, elle prend trop de place, elle, ça. Et donc, ça ramène à un rôle qui est vraiment très, très petit et qui ne permet pas à la majorité des femmes de vraiment exprimer tout ce qu'elles sont. On peut être féminine, exprimer le féminin avec force aussi. Absolument. Oui, tout à fait. Absolument. Il s'agit de regarder dans l'hindouisme, Kali. Oui, la déesse Kali. La déesse Oui. Kali. Je veux dire, elle n'est pas très gentille. Non, là, non. Ou même regarder la terre. On dit la mère terre. Quand il y a un Elle détruit ouragan, aussi. quand elle détruit, Oui. elle détruit. Oui. Et il y a des fois qu'il faut que ça passe. Là. Oui. C'est la vie et je ne veux pas dire que la vie est dans la destruction, mais il y a de la vie dans la mort. Mais il y a une Il y a de la énergie. mort dans la vie, il y a une énergie, Oui. il faut bouger. Il y a- si on reste trop neutre, sans exprimer les hauts et les bas qu'on ressent, ça fait des vies de plus en plus petites. C'est ce que je vois dans les gens au travail, quand je travaille dans Oui. certains milieux de travail, c'est l'expression est très réduite. Et donc, il y a une frustration qui monte et qui mène à des comportements peu respectueux ou difficiles les uns avec les autres. Quand on exprime tout ce qu'on est, je pense qu'on arrive à un résultat différent et on attire des gens différents, des expériences différentes. La vie est plus le fun. Oui, on Oui. s'en va à la pause, puis au retour, on parle de ton travail. D'accord. Reste avec nous, on vient tout de OK. suite. Tu me dis que je reste droite dans ma chaise. Les gens qui me regardent à tous les jours savent que je suis pas toujours droite dans ma chaise. Puis je bouge aussi. C'est toujours un défi pour la personne qui est à la caméra numéro 3 de me suivre. OK. On parle de ton travail. Tu aides aux organisations à développer un milieu de travail qui est sain, productif, mais on peut penser au taylorisme là, quand on fait ça. Là. On peut penser là, au travail à la chaîne, là, puis comment c'est... Mais toi, c'est pas ça, là. J'essaie de penser Qu'est-ce à- que tu fais? Où commencer? Parce Où que commencer? c'est un sujet de passion aussi. Donc, pour moi, une organisation, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on a des êtres humains Oui. qui ont choisi de travailler ensemble, ou pas choisi, mais vers un but commun. Et de plus en plus, dans la société du savoir, qu'est-ce qu'il y a à part les êtres humains? Oui, il y a des machines, il y a des buildings, c'est surtout l'être humain. Et on a oublié ça avec le temps. Et ce que je trouve, c'est que dans les organisations, de recentrer le focus sur les êtres humains amène justement les résultats qu'ils cherchent. Oui. Alors, vous pouvez faire de réingénierie des processus, vous pouvez faire restructuration, planifier tout ce que vous voulez, mais si les gens ne veulent pas, là, ils ne veulent pas. Oui. Alors, comment est-ce qu'on va chercher le cœur des gens? Comment est-ce qu'on va chercher leur engagement? Comment on les aide quand ils ne sont pas à la bonne place? Ça, Comment c'est est-ce autre chose aussi. comment est-ce qu'on peut aider les gens à bâtir des relations saines? Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils nous disent souvent qu'en apprenant à avoir des relations saines au travail, ça se transmet à la maison. Parce que Ah quand oui? les gens sont malheureux au travail, qu'est-ce qu'ils... Oups! T'as échappé quelque chose? Mon micro. Ah, Oups. c'est correct. Je bouge trop. Non, Euh, c'est quand, bon. quand les gens sont malheureux au travail, ils amènent ça à la maison. Oui. Et, quand Oui. ils sont heureux au travail, ils amènent ça à la maison Oui. aussi. Donc, on fait double bonne œuvre quand on aide les gens à avoir des Oui, conversations. parce que notre travail, c'est nous autres qui s'expriment dans Oui, le c'est ça. monde. C'est de la créativité. Il faut que ce soit de l'amour qu'on Oui. donne. Si on fait un travail avec amertume, comment on peut être motivé à faire un travail qui compte nos valeurs? Et des fois, que la personne se rende compte de ça,
et qu'elle puisse faire un autre choix, ça la libère énormément du poids qu'elle porte depuis toujours et qu'elle fait porter aux collègues. Donc, l'idée, le seul outil qu'on a vraiment comme être humain, je ne devrais pas dire ça, là, mais il y a plein de gens qui ne seront pas d'accord, mais c'est la conversation. C'est-à-dire que d'aider les gens à vraiment se parler des vraies choses, mettre les choses sur la table, comme tu fais avec tes invités, et d'arriver à un terrain d'entente. On ne sera pas toujours d'accord, mais au moins qu'on puisse s'en parler. Pas les jeux de coulisses, on se parle après la réunion. En réunion, comment on le fait? Donc, les outils que j'utilise, et j'ai une belle équipe avec moi, ce sont des outils de dialogue. Conversation, dialogue de communication non violente, comment résoudre des conflits, comment travailler mieux ensemble vers un but commun. Et les gens amènent ça chez eux après. Et là, ils ont leur petite feuille, là, puis ils rencontrent le conjoint ou la conjointe, ils disent « Quand tu choses, non. » Alors, tu leur suggères par écrit des questions à poser? On travaille en atelier. On travaille en atelier. Oui. Mais pour mettre en place des approches comme ça, il faut que tu dis que tu ne crois pas dans les organisations, puis je suis d'accord avec toi, je sais ce que tu veux dire, parce que j'abonde dans ce sens-là, moi aussi, ça n'existe pas. Ce sont des personnes qui travaillent ensemble. Mais il faut que celui qui est le chef, puis qui se prend pour le chef, puis qui pense que lui peut décider de la vie et de la mort des autres, de ses employés, il faut qu'il soit d'accord. Oui, tout à fait. Et ce que je trouve vraiment encourageant, c'est le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent justement changer les choses. Souvent, ils ont tout essayé, ou les prédécesseurs ont tout essayé, puis ça ne va toujours pas. Alors, donc, là, c'est le facteur humain. Que faire? Et c'est eux qui nous font rentrer dans les organisations. C'est toujours des leaders éclairés qui disent, OK, il faut qu'il y ait une autre façon de faire les choses. Et alors, on rentre. Et c'est de la formation, c'est aussi des vrais dialogues. C'est pas juste de prendre un cours, d'avoir un modèle, puis on s'en sert jamais. C'est de travailler avec les collègues dans une situation réelle. Donc, il faut toujours réapprendre. C'est-à-dire qu'il faut... Tu peux pas donner le cours, faire la consultation pendant une semaine, puis t'en aller, puis c'est fait. Tu les accompagnes pour que le changement prenne racine? À deux niveaux. Le coaching auprès du leader, souvent, ou certains membres de l'organisation, certains qui ne sont pas à leur place parfois aussi et qui souffrent de ça, et le travail d'équipe. Donc, c'est deux interventions possibles. Tu es certifié comme coach en développement du potentiel humain. Il y a beaucoup de ça ici. On entend beaucoup des coachs qui posent sa grotte puis à gauche, des coachs personnels, des coachs ci, des coachs ça. Moi, c'est peut-être parce que je suis vieillie, mais je regarde la personne faire, puis je me dis, bon, ben, est-ce que je veux que cette personne-là soit mon coach? Est-ce que j'aurais confiance? Donc, premièrement, est-ce qu'elle a une formation? Puis deuxièmement, est-ce qu'elle incarne ce qu'elle dit? Oui, ses valeurs, oui. Est-ce que c'est... On donne toujours le choix aux gens. Donc, comme je dis, j'ai une équipe, donc c'est pas toujours avec moi que ça va bien fonctionner. Ça peut être avec quelqu'un d'autre, un autre style. Les gens choisissent. Parfois, ils vont parler à quelques personnes puis dire, OK, je pense que je pourrais travailler avec toi. Oui. C'est une relation humaine comme une autre. Mais toi, quand tu choisis les membres de ton équipe, tu veux des personnes intègres? Oui, absolument. Oui. Oui. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu fais à quelqu'un qui se rend compte, qui est dans une équipe, qui se rend compte vraiment, là, je ne suis pas au bon endroit. Puis je ne sais pas où aller. Là, c'est plus du coaching de carrière qui peut être fait. Parfois, les gens ne s'en rendent pas compte avant d'avoir fait un burn-out ou avant d'avoir atteint le fond. Et c'est des fois l'organisation, moi qui dis que je n'y crois pas, mais des fois le système, les gens des ressources humaines et tout, qui vont demander est-ce qu'il y a des gens qui peuvent les aider à intervenir dans ces cas-là. Pourquoi tu dis que tu ne crois pas dans l'organisation? C'est-à-dire que, pour moi, une organisation, on ne peut pas mettre une organisation dans le coffre d'une voiture. Ce n'est pas quelque chose de concret. Quand on pense au mot organisation, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, je pense qu'on a oublié, comme la question des corporations, je pourrais en parler longtemps, mais on a oublié... c'est la même chose. On a oublié que, en fait, ce sont des êtres humains qui sont en contact les uns avec les autres et que c'est ça qui est le plus important. Oui. Puis quand je dis une organisation, admettons par exemple, je dis la Cité collégiale. C'est une grande organisation, mais ceux qui travaillent en technique de service policier puis ceux qui travaillent en médias, ça ne va jamais. Ils font partie de la même organisation, mais c'est deux équipes différentes. Oui, c'est vrai. Donc, ce sont des personnes qui travaillent finalement.
Oui, et on travaille avec des systèmes, donc c'est pas toujours tout le système, Non, ça peut être ça peut être certains certains systèmes. morceaux dans lesquels on peut faire une intervention si on ajoute si on a une valeur ajoutée. Parfois, c'est d'autres collègues qui peuvent faire le travail plus traditionnel autour des systèmes et des outils, Est-ce que des ton travail processus. t'amène à voyager, Dominique? Oui, j'ai donné des cours à l'étranger, comme je disais Oui. tout à l'heure. Je fais du travail à travers le Canada aussi. Oui. Souvent, je Français, me anglais? promène plus en anglais. Oui. J'aimerais beaucoup travailler plus en français, mais Ben, la demande est plus en anglais. Ben, c'est parce qu'il y a plus d'anglophones ou c'est parce que On nos est dans organismes, on un... sait que si on parle anglais, tout le monde comprend? Ouais, On c'est un s'en peu va à la dommage. pause, on revient tout de suite. Dominique, tu es aussi sculptrice. Et tes sculptures, on peut aller voir tes sculptures, ben des photos de tes sculptures, des représentations sur le site qui s'appelle comment? Médusa. Médusa. Médusa Sculpture. Médusasculpture.com. On va mettre l'adresse à l'écran dans quelques instants. On peut aussi aller chercher de l'information. Ça, c'est l'adresse de tes sculptures, médusasculpture avec un s.com. Et on peut aller voir c'est mon site l'information web pour toi, mon entreprise. pour Oui, ton oui, entreprise. oui. Il y a combien de personnes dans ton entreprise? On est 5, le petit groupe Ah oui? de 5, et j'ai un réseau d'une vingtaine de personnes qui font des métiers qui complètent ce qu'on fait. Excellent. Oui. Parlons, comment c'est arrivé la sculpture dans ta vie? Par accident. Par accident. Mon fils, on a acheté de la comment on appelle ça? Play-Doh, plasticine. Hein? Et puis, je voulais contenir ça parce que vous savez, avec les petits-enfants, ils commencent à amener ça partout. Oui. Alors donc, on jouait ensemble et j'ai commencé à toucher à ça parce qu'on m'avait dit que j'étais nulle en dessin à l'école où j'allais. Enfin, que je suivais pas les instructions et j'étais pas intéressée. Donc j'ai arrêté de tout ce qui était artistique, sauf l'écriture. Et donc, là, on a commencé à faire des personnages et je trouvais que c'était quand même assez facile et j'étais étonnée de voir que j'arrivais à faire le chat, à faire des visages. Et Adrien aussi est très doué. Play-Doh, là. Oui, oui. Lui, il préférait dessiner, Adrien. Il aimait beaucoup faire les bandes dessinées, tout ça. Tandis que moi, j'aimais mieux faire ça en 3 dimensions. Alors, je me suis dit, tiens, pourquoi pas prendre un cours? Et je suis donc à 35 ans, à aller prendre un cours de sculpture. Et puis là, j'ai fait ma première sculpture. Il y avait un modèle nu, là. Puis j'étais là, ouh là là! Par où je commence? Modèle nu. Et donc j'ai choisi de faire le buste. C'était moins intimidant. Oui, c'était moins intimidant. Et ça lui ressemblait. Et la professeure a dit, ah, vous avez déjà fait de la sculpture? J'ai dit, ben, avec du Play-Doh. avec du Play-Doh coloré. La difficile. Et elle a dit, non, c'est pas vrai, vous en avez déjà fait. J'ai dit, non, je vous jure, j'en ai pas fait. Et donc, elle s'est rendue compte avec le temps que j'en avais pas fait parce que les proportions étaient pas toujours là et tout, mais ça ressemblait beaucoup au personnage. Ah, ça m'a oui. intriguée, mais ça m'a fait peur aussi. J'avais une autre vie, un enfant, etc. Et donc, j'ai laissé tomber pendant des années. Ah oui. Tu as eu peur de ton talent. Ben, je savais pas d'où ça venait, qu'est-ce que c'était. Ben oui, il faut le faire, là, Donc, tu sais, comme ça, puis ça le ressemble. buste que j'ai fait était plus grand que nature, là, du monsieur du modèle. Donc, ma mère m'a dit, ah, c'est ton animus, c'est-à-dire ton âme, au côté masculin qui est sorti. Ben oui, ta mère qui est Oui. psychiatre. Alors, donc, j'ai laissé tomber, puis j'ai repris après, j'ai suivi C'est plusieurs ton cours. côté masculin. Oui. Oui, le premier qui est sorti, c'était un modèle masculin. Donc, Oui. elle m'a dit, Ah, tu OK. te parles à toi-même, féminin, masculin. Tu parles, c'est la force, tu allé chercher ta force, en fait. Alors, donc, j'ai suivi des cours après au Ottawa School of Arts. Et puis, mais j'ai vraiment repris la sculpture. Ben, j'en faisais un peu tout le temps après. Mais quand je suis allée au Sri Lanka, j'ai accompagné donc Fred au Sri Lanka pendant 2 ans. J'ai choisi de prendre une sabbatique. J'avais besoin de me ressourcer et je voulais dans un milieu très différent. J'étais incognito et c'était plus facile. Et c'est là que j'ai fait de la sculpture tout le temps, jusqu'à faire une exposition. Avec quel matériau? La glaise. La glaise. OK. Donc, je sculpte en glaise d'abord et ensuite, on fait les moules, qui est un processus difficile. Ah oui? Et le moule, ensuite, on le vide, on met
la cire, et c'est la cire qui est amenée à la fonderie pour qu'il refasse un moule en silice Oh! et qu'ensuite, avec moyen de perdre la cire, ça s'appelle cire perdue depuis des milliers d'années qu'on n'a pas amélioré ce processus-là. Et là, ils mettent le métal fondu dedans et ça fait la forme. Ensuite, il faut enlever tous les petits morceaux. OK, donc il y a combien d'étapes, là? Oh, mon Dieu. Ensuite, il y a la patine pour arriver Oh, aux mais images. ça, c'est en bronze. Oui. C'est en bronze. Oui. On va aller voir trois photos que tu nous as fait parvenir. Oui. Tu nous dis, je trouve ça tellement beau. Celle-là, c'est une œuvre que j'ai faite avant d'aller au Sri Lanka. J'étais encore au Canada et elle s'appelle Liberté. Et pour moi, c'était donc une esclave qui s'est enfuie, qui s'est libérée. Et cette expression de Oui. enfin. Oui. Et donc, je l'ai fait en anglaise, évidemment, puis ensuite le moule et tout. Ensuite, en bronze, la fonderie au Canada qui a OK. fait le bronze. Oui. Elle est où présentement? Elle est à l'exposition du mois de l'histoire des Noirs parce que la curatrice a choisi 3 œuvres pour représenter l'histoire, OK. les souvenirs. Et ça, c'est une des œuvres Mais qu'elle a est-ce que choisies. c'est une personne, elle est en propriété privée présentement ou tu l'as toujours conservée pour toi? On m'a offert de l'acheter plusieurs fois, puis je l'ai encore. Tu l'as encore, mais J'arrive bravo pas à m'en pour départir. toi. Bravo. Ben Ouais, écoute, c'est ouais. ton bébé, c'est Oui, ta création. c'est mon bébé. Allons voir la prochaine. Oui. qui- Alors, celle-là, je l'ai fait au Sri Lanka. Jamais j'aurais eu le temps de faire une œuvre aussi complexe ici, avec le métier que je fais. Mais ça m'a pris des semaines et des semaines, mais je travaillais presque à temps plein. Et ça m'est venu comme ça, cette inspiration. Je ne sais pas d'où c'est venu au départ. Et j'ai créé cette œuvre. Et j'étais dans un atelier avec plusieurs étudiants et un sculpteur, un professeur doctorant en sculpture de l'Université de Moscou, maîtrise en sculpture de Londres et tout, un Sri Lankais Qu'est-ce très qu'il faisait? connu. OK. Lui, il est sculpteur qui fait des monuments là-bas et tout, et qui donnait des cours. Et donc, il m'a dit, va voir ce que c'est que Méduse. C'est Et Méduse. je ne savais pas qu'est-ce qu'elle représentait. Et C'est- avant le patriarcat, Méduse, c'était la déesse mère. C'est la déesse qui, les serpents, c'est la vie éternelle, Oui. connexion avec le spirituel, oui. c'est une force. Aujourd'hui, Et on l'a transformé en monstre. Ben Alors, oui. mon œuvre s'appelle Monstre ou déesse, parce que Ah. Méduse a été détruite systématiquement, tous les temples et tout, il y a 3000 ans, 2500 ans, Oui. à la montée du patriarcat. Et donc, que symbole comme ça soit venu, comme ça. ben, C'est il fou, m'a dit, va voir ce que ça veut dire. Et c'est le symbole du C'est divin ça. féminin. Oui, Oui. oui, C'est tout à fait. ça. Un des symboles. C'est quand l'artiste est comme un médium. je veux Oui, dire. tout à As-tu fait. cette impression? Oui, enfin, si on m'avait dit, tu vas faire une méduse, j'aurais dit, excuse me, de quoi vous parlez? Donc, oui, c'est venu. Et Oui. puis. C'est des archétypes. On va regarder Oui, la des prochaine archétypes, aussi. tout à fait. Oui. Oui. Et ça, c'est toi dans ton atelier? Non, ça, Non, c'est ça, à la Cour des Arts? c'est un St. Bridget's. Ah oui, oui, oui. c'est Et là, il y je avait reconnais. un spectacle de le groupe des sculpteurs de la région de la capitale nationale. Et là, il y a Méduse derrière moi, mais à côté Ah de oui, moi, on c'est voit- Erzuli. Alors, oui. Erzuli, c'est une représentation c'est une déesse haïtienne du panthéon haïtien. Et il y a un équivalent en Afrique aussi. Et c'est une sirène. Enfin, il y a plusieurs Erzuli. Toutes les déesses femmes, ou presque, s'appellent Erzuli dans le panthéon Ah oui? haïtien. Et elle est Erzuli sirène. Elle a un coquillage dans la main. Là, Ouais. non, on voit rien que le haut Est-ce qu'on peut la remontrer en grand écran? C'est-à-dire que là, l'image que Mais vous parce avez, qu'on on la voit Méduse, pas. le Oui, on Méduse, voit Méduse tantôt, on derrière. voyait rien qu'une partie, mais Oui. comment haute elle est, ta Méduse? Méduse, elle est avec les cheveux, là. Ah Elle est à oui. peu près grosse Et comme puis ça. Erzuli? Oui. Erzuli aussi, parce que c'est un demi-corps. Un demi-corps. Oui, oui. Elle arrête au niveau de l'ombilic. Puis là, Oui. donc, là, sur quoi tu travailles? Là? Est-ce que tu travailles dans ton studio? Bien, oui, mais des fois, on demande quelque chose, on dit, je veux travailler là-dessus, mais c'est pas ça qui sort. Les masques que j'ai, je voulais 4 saisons, 4 femmes, c'est des hommes qui sont sortis, bon, et puis qui ont été achetés. Maurice Bélanger en a acheté une. Maurice en a acheté un, oui, Et, lors de et puis, pour l'encaissement. les hommes, la sculpture actuelle, je veux faire un danseur, un Icare noir.
Ah Donc, c'est oui. des archétypes, des mythes, c'est ça qui m'inspire. Mais j'ai des gens qui m'ont dit, reviens aux femmes parce qu'on va acheter des femmes. Je dis, oui, mais là, c'est un symbole masculin qui me vient, alors je vais faire ça. Icare, Ouais. tu veux dire Icare qui Celui avait fait qui a voulu, qui voler, s'est... là, Oui, qui a voler, voulu, c'est puis qui a ça. fait des ailes en cire, Oui, puis oui. il n'avait pas construit aussi un labyrinthe. En Ou, fait, en tout cas, non, c'est pas. oui, Peut-être. Non, non. non, il n'a pas tout fait grand. Il a construit des Mais ailes oui, c'est ça, pour son c'est ça, fils, pour voler. Mais pour cette voler. aspiration vers, Oui, vers quelque chose de plus plus grand. grand. Mais comment tu C'est sais ça. s'ils sont noirs et s'ils sont blancs? Ah non, ils moi, sont- j'ai juste décidé que j'allais le faire noir. il va être noir, mais Ben, comme. c'est que le moi, physique, c'est un physique africain. Mais Ah, parce que, à cause de qui je suis, c'est sûr, oui. ça sort comme ça. Oui. Mais le physique africain, il ressemble à tous les autres physiques, non? C'est-à-dire que Mais il y a, il y a non, il y a peu des de fois. symboles, Oui. oui, il y a peu de symboles forts qui représentent les ancêtres africains. Donc, pour moi, c'est aussi pourquoi représenter les choses de la façon dont elles ont toujours été représentées. Absolument. Alors, c'est d'aller chercher des images qui puissent inspirer aussi les jeunes artistes Donc, noirs. il y a Oui. un petit peu de processus analytique dans ce que tu fais, mais quand tu commences ton art, tu te laisses Oui, aller. c'est-à-dire que parfois ça vient après ou avant. Des fois, je pense, je fais, c'est pas ça ou c'est ça. OK. C'est un jeu entre Ouais. l'intellect et le spirituel. Oui. Oh, c'est beau. On s'en va à la pause. On revient tout de suite. Je te disais tantôt, Dominique, pendant l'émission, que je te regarde puis je vois le féminin. Je vois la femme épanouie. Puis tu me disais, oui, le féminin, c'est pas toujours nécessairement la douceur. Oui, non, c'est la douceur, mais c'est aussi l'affirmation, c'est aussi d'aller de l'avant, c'est aussi des fois de détruire des choses pour recommencer à zéro. Mais c'est quoi pour toi? Es-tu féministe? C'est quoi le rôle de la femme? Toi, comme femme dans le monde, comment tu te vois? Je te dirais que pour moi, les femmes, c'est le potentiel le moins développé quand on regarde la planète dans son ensemble. Peut-être moins dans certains pays que d'autres, mais je trouve dommage que 55 de la planète n'ait pas accès aux mêmes choses que le reste. Et quand je regarde partout les femmes, la façon dont elles sont traitées, etc., pour moi, c'est important pour les femmes de dire, on veut notre place aussi. On veut être partie prenante des décisions, on veut les influencer, on veut amener notre féminité, on veut amener notre façon de voir le monde pour équilibrer un peu ce qu'on voit qui est un excès de l'autre côté. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de dire place aux femmes et les femmes dominent, c'est de se remettre à la table, femmes et hommes, pour créer un monde plus équilibré. Donc moins d'agressions, moins de poursuites matérielles à tout prix. Oui. Il y a je dis pas que les femmes sont pas aussi partie prenante de tout ça, c'est qu'on a des valeurs plus à long terme. Souvent, parce que les femmes donnent naissance, il y a de vouloir quelque chose pour plus tard, pour les générations futures, pour la planète. Et je pense qu'on peut amener tout ça et avec les hommes qui veulent aussi participer pour un monde meilleur. Donc, ce potentiel féminin, pour moi, c'est la clé du développement pour la planète. C'est l'avenir de la planète. Oui. Oui, puis comme tu dis, cette vision masculine du monde qui crée, qui produit. Oui, c'est beau, mais à un moment donné, il faut arrêter. À quel prix? À quel prix? Oui, à quel prix? Oui. Nous, les femmes, quand on a un bébé, par exemple, puis on l'allaite, on n'a pas le choix, il faut arrêter. Hein? Il peut y avoir le monde entier peut être en train de tomber. Il y a une chose qui compte, c'est de nourrir ce bébé-là. Absolument. Puis pendant qu'on fait ça, on ne fait pas d'autre chose. On est obligé de laisser aller notre contrôle. Oui. Par exemple, avoir Puis des de regarder contractions. ce bébé-là, oui, et puis avoir le Ou bébé. bien le bébé, oui, il faut s'en occuper. Oui. J'ai sommeil, tant pis. Donc, je pense que ça nous amène à penser autrement. Alors, il y a des hommes extraordinaires Ah, ben oui. dans nos vies, etc. Ben, c'est sûr. Et les femmes ne sont pas encore assez à la table. Donc, je travaille avec des femmes sur la colline parlementaire. Je travaille avec des femmes dans les organisations, dans les syndicats, dans les corporations. Pour qu'elles gardent leur côté féminin puis qu'elles arrivent, qu'elles le fassent valoir dans leur milieu. Oui, qu'elles s'affirment, qu'elles prennent leur place. Qui est la femme qui est ta grande admiration dans ta vie? Si tu vas me dire ta mère.
Ça reste ma mère, oui. Oui. Ça fait... Mais avec raison, oui, hein. Je pense oui. que je dirais ta mère. Qui a 6 enfants, changé de métier, une femme extraordinaire, Et vraiment. puis, j'imagine, comme psychiatre, elle t'a aussi aidé à remettre les choses en perspective tout le temps. Oui. C'est tout le temps qu'on a, Dominique. Ce fut un grand plaisir de Pour te moi aussi, recevoir. merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est Hein. un plaisir. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle fin de journée, puis je vous souhaite tout l'amour du monde. On se voit demain.